Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc aujourd'hui, on va commencer l'unité 2, la notion et la localisation de l'information génétique, expression de la matière génétique. Donc cette partie concerne les deux options, SVT et PC, mais il existe une autre partie qui est consacrée uniquement pour SVT, c'est la génie génétique, qu'on va traiter après dans une séance séparée. Donc commençons d'abord par le plan. On va étudier la notion de l'information génétique et sa localisation. Deuxièmement, du chromatine à l'ADN, la structure de l'ADN. Troisièmement, les mécanismes de conservation de l'information génétique au cours du cycle cellulaire, où on va étudier l'interphase et la mitose avec ces quatre phases. Puis la variation de la quantité d'ADN durant le cycle cellulaire, suivie par la relation gène-protéine-caractère génétique, suivi par les mécanismes d'expression de l'information génétique où on va étudier la transcription et la traduction, la production des protéines, etc. Et dernièrement, les types de mutations et la réalisation de la séquence d'ARN messager et la chaîne peptidique, une application où on va essayer de trouver les méthodes de détermination de type de mutation et la réalisation de l'ARN messager et de la chaîne peptidique en se basant sur le code génétique ou bien le tableau de code génétique. Donc, on va commencer tout d'abord par la notion de l'information génétique et sa localisation. On ne peut pas étudier cette unité sans définir ce que ça veut dire l'information génétique. Donc, l'information génétique, c'est l'ensemble des instructions, les instructions ici avec S, je m'excuse, les instructions avec S, qui contrôlent l'apparition des caractères génétiques. Ça veut dire que l'information génétique, cette notion d'information génétique désigne des instructions, désigne des ordres, désigne des informations. Ces informations sont responsables sur l'apparition de nos caractères génétiques. Elles contrôlent nos caractères génétiques. Qu'est-ce que ça veut dire un caractère génétique? Donc si on prend l'exemple par exemple de l'humain, l'humain possède plusieurs caractères qui sont dits ou bien classés comme des caractères génétiques, ou bien des caractères héréditaires. Des caractères génétiques ou héréditaires signifient que ce sont des caractères, des aspects qui peuvent être transmis durant les générations. C'est-à-dire que des caractères qui passent des parents vers les descendants, comme les groupes sanguins par exemple, comme la couleur du peau, comme de la peau, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, etc. Donc, ce sont tous des caractères qui sont des caractères génétiques qui se transmettent depuis les parents vers les descendants, ainsi que certaines maladies génétiques. Et pour aussi les des autres êtres vivants, chaque être vivant possède des caractères qui sont des caractères héréditaires. Par exemple, ici, ces taches noires chez les vaches sont des caractères héréditaires. Ils se transmettent depuis les parents vers les descendants. Donc, chaque caractère qui se transmet des parents ou bien de la première génération vers la génération suivante, elle est classée comme un caractère génétique. Tous les êtres vivants possèdent des caractères génétiques. Donc, je vais réexpliquer. L'information génétique, c'est l'ensemble des informations, l'ensemble des ordres qui contrôlent l'apparition de nos caractères génétiques. Les caractères génétiques, ce sont les caractères qui se transmettent d'une génération vers la génération suivante. Donc, après avoir défini l'information génétique, on va chercher sur la localisation de l'information génétique. Où se trouve cette information génétique qui contrôle nos caractères génétiques? Où se trouve à l'intérieur de notre corps? Donc, si on cherche à l'intérieur de la cellule, on trouve à travers plusieurs expériences, on trouve que l'information génétique, elle est stockée à l'intérieur du noyau. Donc, c'est le noyau qui contrôle les caractères génétiques. Donc, c'est le noyau qui contient les informations responsables sur l'apparition de nos caractères génétiques. Si on cherche plus à l'intérieur du noyau, c'est la structure qu'on va voir. Donc, c'est le noyau. Le noyau contient des fibres, ici en gris, des fibres qu'on peut les observer à travers la microscopie électronique à balayage. Donc, ici, une photo par la microscopie photonique, où on peut observer des taches noires ici. Donc, c'est le noyau. Ici, c'est la totalité de cette structure. Donc, c'est le noyau. Et ici, des taches noires. Ces taches noires représentent l'information génétique. Ici, il y a une structure aussi noire sphérique à l'intérieur. Donc, c'est le nucléole. On va voir le rôle et l'utilité du nucléole après. Il ne stocke pas l'information génétique. Donc, l'information génétique, elle est stockée dans ces taches noires ici. Si on agrandit encore plus, on va trouver qu'à l'intérieur du noyau, ici encore une photo réelle, donc à l'intérieur du noyau se trouvent ces taches noires contiennent des fibres
aléatoires, des fibres mal organisées. Donc l'information génétique, elle est stockée exactement à l'intérieur de ces fibres-là appelées la chromatine. Donc la chromatine, c'est un ensemble des fibres aléatoires à l'intérieur du noyau qui sont appelées chromatines, qui stockent l'information génétique. Donc récapitulation, l'information génétique se trouve à l'intérieur du noyau, exactement à l'intérieur de la chromatine. Donc passons maintenant à la deuxième partie de chromatine à l'ADN, la structure de l'ADN. Donc on va essayer de passer du chromatine vers l'ADN. Donc la dernière structure qu'on a vue, c'est la chromatine, un ensemble des fibres aléatoires mal organisées qui contient l'information génétique. La chromatine peut être divisée en plusieurs fibres. Donc la chromatine, c'est un ensemble des fibres. Chaque fibre est appelée chromosome. Donc qu'est-ce que ça veut dire un chromosome? Le chromosome, c'est une fibre qui se trouve à l'intérieur de la chromatine. Donc il existe des limites qui sont vraiment très fines entre la définition de la chromatine et la définition du chromosome. Donc c'est un petit peu difficile de déterminer la différence entre la chromatine et ou bien les chromosomes. Donc tout simplement, la chromatine, c'est l'ensemble des chromosomes, tout simplement. Si on cherche à l'intérieur du chromosome, de chaque chromosome, on va trouver cette structure-là. Donc vous pouvez voir des amas, des condensations de structures sphériques, ce sont des protéines. Donc chaque chromosome est formé de plusieurs sphères de protéines, des gouttelettes protéiques, entourées par une fibre, ici représentée en bleu. Donc, des sphères protéiques entourées par une fibre. Si on agrandit encore plus, on va trouver que ces sphères protéiques sont des histones et la fibre qui entoure les sphères protéiques est appelée l'ADN. Donc, chaque chromosome est formé d'une molécule d'ADN qui entoure plusieurs protéines appelées des histones. Donc, chaque molécule d'ADN qui entoure 8 histones, 8 molécules de protéiques appelées histones, forment ce qu'on appelle le nucléosome. Donc, le nucléosome, c'est une molécule d'ADN qui entoure 8 histones. Et chaque chromosome est formé de la condensation de plusieurs nucléosomes. Ici, on doit distinguer entre les histones et l'ADN. Les histones, ce sont seulement des protéines structurales, c'est-à-dire des protéines qui garantissent la structure du chromosome. Donc, ce sont des protéines qui jouent le rôle uniquement du maintien de la structure du chromosome. Alors que l'ADN, c'est lui qui stocke l'information génétique. Puisqu'on a déjà dit que l'information génétique se trouve à l'intérieur de la chromatine. Et la chromatine est formée de plusieurs chromosomes. Et les chromosomes sont formés des histones et de l'ADN. Donc, ça ne veut dire pas que les histones et l'ADN stockent l'information génétique, mais uniquement, exclusivement, c'est l'ADN qui stocke l'information génétique, alors que le rôle des histones, c'est uniquement de la structure. On passe maintenant à la structure de l'ADN, puisque les histones ne stockent pas de l'information génétique, donc le plus intéressant pour nous, c'est l'ADN. Donc l'ADN, elle est en double hélice. Hélice, c'est cette forme-là, comme un ressort, donc l'hélice. Si on change la structure de cette forme plat, on peut voir que l'ADN est un double brin, c'est-à-dire qu'il est formé de deux brins opposés. Chaque brin, elle est formé d'un acide phosphorique, un désoxyribose, acide phosphorique signalé ici en P, désoxyribose, D. Désoxyribose, c'est un sucre comme le glucose qu'on a vu, mais le glucose, il est à 6 carbones, mais le ribose ou bien le désoxyribose, il est uniquement à 5 carbones. Donc, le désoxyribose, il est lié avec une base azotée, un élément chimique appelé base azotée. C'est pour le premier brin. Le premier brin, il est lié avec l'autre brin par une autre base azotée, qui est liée avec un désoxyribose, lié à son tour avec un acide phosphorique. Et dans le premier brin, le désoxyribose est lié avec un acide phosphorique qui est lié avec un autre désoxyribose, lié à une autre base azotée, etc., etc. Et comme ça se forme la molécule d'ADN. Vous pouvez remarquer ici qu'il existe 3 éléments qui se répètent, l'acide phosphorique, le désoxyribose et la base azotée. À propos, le désoxyribose, il est formé de 5 carbones. Donc, un sucre formé de 5 carbones. Chaque point noir, point blanche ici, représente
un carbone de désoxyribose. Ces carbones-là sont notés, sont numérotés de 1' vers 5'. Tous les carbones, bien tous les sucres sont numérotés de 1' vers 5'. Cette numérotation, elle est utile pour déterminer le sens de chaque brin. Donc ici, vous pouvez remarquer que 5' pour ce brin-là, le premier brin à gauche, 5', elle est dirigée vers le haut, et 3', elle est dirigée vers le bas. Alors que dans l'autre brin, 3', elle est dirigée vers le haut, et 5', elle est dirigée vers le bas. C'est pour cela que ce brin-là, elle est appelé le brin 3' vers 5', et l'autre brin, elle est antiparallèle. Antiparallèle, c'est-à-dire le sens inverse. Donc, les carbones sont dirigés vers le bas. Donc, c'est le brin 3' vers 5'. Donc, c'est pour cela qu'on dit que la structure de l'ADN, elle est antiparallèle. Antiparallèle, ça veut dire que la position de sucre change du brin vers l'autre brin. Ces trois éléments, ou bien pour les bases azotées, il y en a 4 types de bases azotées. La base azotée A pour l'adénine, qui s'apparaît toujours avec la base azotée T, thymine. La base azotée C, qui s'apparaît, cytosine, qui s'apparaît avec la base azotée G, guanine. Donc toujours, la base azotée T se lie avec la base azotée A. La base azotée C se lie avec la base azotée G. Ces trois éléments, l'acide phosphorique, le désoxyribose, la base azotée, ce sont les éléments structurels de l'ADN. Ce sont les éléments qui forment l'ADN. Ils sont appelés un nucléotide. Donc un nucléotide, c'est un acide phosphorique, une molécule d'acide phosphorique. Je m'excuse. Donc une molécule d'acide phosphorique, une molécule de désoxyribose, une molécule de base azotée forme ce qu'on appelle le nucléotide. Donc vous pouvez constater que l'ADN, c'est un ensemble des nucléotides. Donc c'est le premier nucléotide, ici c'est le deuxième nucléotide, ici c'est le troisième nucléotide, et dans l'autre brin aussi des nucléotides. Donc on peut dire que l'ADN est un ensemble ou bien un polymère de nucléotides. On passe maintenant au mécanisme de conservation de l'information génétique au cours du cycle cellulaire. Donc, on doit définir premièrement la notion du cycle cellulaire. Qu'est-ce que ça veut dire un cycle cellulaire? Si on prend par exemple l'organisme humain, le corps humain. Le corps humain, il est formé de plusieurs types de cellules, des milliers de cellules, des milliards de cellules. L'origine de notre corps, c'est une cellule originale, l'ovule. Donc l'ovule qui se trouve dans l'utérus lors de grossesse. Donc cette cellule originale subit une multiplication. Cette multiplication conduit à la formation du corps qui contient des milliards de cellules. Ça veut dire que cette cellule initiale, elle a la capacité de se multiplier. On prend un autre exemple. Si on prend un tissu, par exemple notre peau, la peau subit dans certains cas des blessures où on va perdre un ensemble des cellules. Lors des blessures, donc l'écaillement de notre peau va conduire aux pertes de certaines cellules. Ces cellules-là vont être renouvelées. Le renouvellement de ces cellules est grâce aux cellules qui voisinent le lieu de blessure. Donc, elles vont se multiplier, elles vont se diviser pour reformer ou bien pour régénérer ces tissus-là ou bien ces cellules perdues. Ce qu'on peut concluer de ces deux observations, c'est que chaque cellule, elle a la capacité de se diviser en deux. Chaque cellule, elle a la capacité de se multiplier. Mais le problème ici, lors de la division, lors de la multiplication, la chromatine va se diviser en deux. Lors de la multiplication, cette cellule va nous donner deux autres cellules. Et donc, la quantité de la chromatine va se diviser en deux pour qu'elle soit divisée en deux cellules filles. Si la quantité de chromatine se divise en deux et ces deux cellules se divisent encore une fois en 4 et les 4 cellules se divisent en 8 et les 8 cellules se divisent en 16, etc., etc. Donc, on va constater que la quantité de chromatine va se diminuer progressivement. Si la quantité de la chromatine, elle est constante, mais heureusement que la quantité de la chromatine, avant la division de la cellule subit une autre phase
où la quantité de la chromatine se dédouble, ou bien la quantité de la chromatine se augmente, se réplique pour donner le double de la quantité initiale. C'est-à-dire, avant chaque division cellulaire, avant que la cellule se divise en deux cellules, la quantité de la chromatine à l'intérieur de la cellule augmente à la valeur de double de la valeur initiale. Donc, vous pouvez remarquer ici, à l'intérieur du noyau, la quantité initiale de la chromatine a été doublée dans cette cellule qui a subi la division. Et donc, on obtiendra deux cellules qui sont pareilles à la cellule initiale. Donc, la cellule passe ici par l'interphase où l'information génétique est dupliquée, la réplication de l'ADN. Donc, la quantité d'ADN va se répliquer. Et après, la mitose où la cellule se divise en deux cellules filles. L'ensemble de l'interphase et la mitose représentent ce qu'on appelle le cycle cellulaire. Donc, le cycle cellulaire, c'est l'interphase plus la mitose. L'interphase où l'information génétique se réplique, se double, et la mitose où l'information génétique est divisée en deux cellules filles. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est l'étude des deux phases de cycle cellulaire ou bien les deux étapes du cycle cellulaire. On va étudier premièrement l'interphase, puis on va étudier la mitose. Commençons par l'interphase. On a dit que durant l'interphase, la quantité de chromatine va se répliquer, elle va se doubler. C'est-à-dire que la quantité initiale va être multipliée par 2. Si on observe la chromatine avant la multiplication, avant la réplication, on va constater qu'elle est formée, comme on a déjà vu, elle est formée de plusieurs fibres. Chaque fibre, elle est dit chromosome. Mais ici, chaque chromosome a seule chromatide, c'est-à-dire a seule fibre. On peut dire qu'il contient une seule fibre. Alors qu'après la réplication de l'ADN, ou bien la réplication de l'information génétique, on va remarquer que chaque chromosome, elle est doublée et elle est formée maintenant de deux chromatides. Ici, chaque chromosome a seule fibre, a seule chromatide. Ici, chaque chromosome a deux fibres, c'est-à-dire a deux chromatides. Donc, la réplication de l'information génétique consiste au passage de chromosomes à seule chromatide vers des chromosomes à deux chromatides ou bien des chromosomes double chromatide. Donc, on a déjà vu que les chromosomes sont formés principalement par les histones qui ne portent pas l'information génétique et l'ADN qui porte l'information génétique. Donc, l'élément principal dans les chromosomes, c'est l'ADN. Lorsqu'on parle ici de réplication de l'information génétique, on parle de réplication de l'ADN, puisque l'information génétique, elle est stockée à l'intérieur de l'ADN. Ici, chaque chromosome, il est formé de seules chromatides. Donc, chaque chromosome, il est formé d'une molécule d'ADN. Ici, chaque chromosome, il est formé de deux chromatides. Ça veut dire que chaque chromosome, il est formé de deux molécules d'ADN. C'est-à-dire que dans cette situation-là, à titre d'exemple, dans cette situation-là, la cellule, avant la réplication, la cellule contient 4 molécules d'ADN. La première molécule qui forme le premier chromosome, la deuxième molécule, la troisième et la quatrième. Après la réplication, chaque chromosome se forme de 2 molécules d'ADN. C'est-à-dire, on a ici, après la réplication, 8 molécules d'ADN qui forment les 4 chromosomes de la cellule. Donc, on parle ici, lors de l'interphase, on parle de la réplication de l'ADN. La réplication de l'ADN se déroule selon les étapes suivantes. Donc, initialement, la molécule d'ADN, elle est séparés, ou bien les deux brins d'ADN sont séparés grâce à un enzyme appelé l'hélicase. Donc, l'hélicase va séparer les deux brins d'ADN. Donc, c'est la première étape de la réplication de l'ADN. Après, on aura la fixation de l'ADN polymérase. L'ADN polymérase, c'est un enzyme, c'est une protéine qui joue le rôle de la création ou bien de la formation, de la construction, de la polymérisation d'un autre brin d'ADN devant chaque brin original. Donc, l'ADN polymérase va incorporer des nucléotides libres. Ici, les nucléotides T devant A, C devant G, G devant C et A devant T pour former un autre brin
d'ADN devant chaque brin ancien ou bien chaque brin original. Et à la fin de polymérisation de l'ADN, on va voir deux molécules de l'ADN à partir d'une molécule initiale. Donc la réplication d'ADN consiste à former deux molécules d'ADN à partir d'une molécule. C'est pour cela qu'on passe de chromosome à seul chromatide au chromosome à deux chromatides. Donc on va détailler encore plus cette réplication de l'ADN. Si on prend par exemple ici un chromosome, il est en cours de se dédoubler, donc elle passe ici d'un chromosome à seul chromatide vers un chromosome à deux chromatides. Et on peut observer ici l'ouverture des deux brins de l'ADN par l'hélicase et ici en vert l'ADN polymérase qui va polymériser, qui va former un autre brin d'ADN. Donc l'opération commence par la rupture des liaisons hydrogènes entre les bases azotées et l'ouverture des deux brins d'ADN. Donc initialement les bases azotées des deux brins sont liées par des liaisons hydrogènes. Ici ces lignes noires représentent des liaisons de type hydrogène qui relie les bases azotées des deux brins. Donc l'hélicase va ouvrir les deux brins d'ADN à travers la rupture de ces liaisons entre les bases azotées des deux brins. Après l'ouverture de l'ADN, on aura la fixation de l'ARN polymérase, de l'ADN polymérase. Donc, la fixation de l'ADN polymérase sur les deux brins ouverts de l'ADN. Donc, l'hélicase va ouvrir les deux brins et l'ADN polymérase va se fixer sur les deux brins ouverts. Après, le déplacement de l'ARN polymérase dans le sens 3' vers 5', bien sûr qu'on a d'autres détails dans ce cas-là, mais je ne vais pas les expliquer, donc c'est un résumé de cours et vous n'aurez pas besoin de ces informations pour améliorer votre compréhension. Donc, déplacement de l'ARN polymérase dans le sens 3' vers 5' en polymérisant un nouveau brin d'ADN devant chaque brin original à travers l'intégration des nucléotides libres. C'est-à-dire que l'ADN polymérase va se déplacer dans le sens 3' vers 5' et devant chaque nucléotide du brin original, elle va intégrer un autre nucléotide libre. Et comme ça, elle va former un autre brin d'ADN devant chaque brin original. Et à la fin, on va former deux molécules d'ADN qui vont permettre la formation des chromosomes à deux chromatides. Donc ici, on a dit que le cycle cellulaire est formé de deux phases, l'interphase et la mitose. On a terminé avec l'interphase et on passe maintenant à la mitose. Sachant que vous devez garder à tête que durant l'interphase, la quantité de chromatine se dédouble, la quantité de l'information génétique se dédouble. On passe maintenant à la mitose. Donc la mitose passe par quatre phases. Initialement, la prophase. Donc, durant la prophase, on observe la désintégration de la membrane nucléaire et des nucléoles et début de condensation de la chromatine. Donc, vous pouvez constater que le noyau possède une membrane nucléaire, une membrane qui englobe le noyau. Lors de la prophase, la première étape de la division, la première étape de la mitose, lors de la prophase, la membrane nucléaire va se désintégrer, donc va disparaître, la disparition de la membrane nucléaire. La disparition de la membrane nucléaire va permettre la sortie de l'information génétique vers le cytoplasme, va permettre la libération de l'information génétique vers le cytoplasme. Et ici, début de condensation de la chromatine. Vu que les chromosomes initialement sont très longs, donc ce sont des fibres qui sont très longues, donc lors de la prophase, on aura une condensation de la chromatine. C'est-à-dire que la chromatine va un petit peu se regrouper, va se rouler pour former des structures plus condenses, pour former des structures plus structurées, plus organisées. Donc c'est ce qu'on désigne par la condensation de la chromatine. On va voir cette condensation à travers un vidéo. Deuxièmement, début de la formation des faisceaux métotiques entre les deux centrioles ou entre les calopolaires pour les cellules végétales. Donc ici, à l'intérieur de la cellule, on va observer la formation de certaines fibres qui sont appelées des fibres métotiques ou bien des faisceaux métotiques. Les faisceaux métotiques chez les cellules animales se forment entre les centrioles, alors que chez les cellules végétales se forment entre les calopolaires. Après la prophase, on passe à la métaphase. Durant la métaphase, les chromosomes atteignent leur condensation maximale. On a déjà dit que durant la prophase, les chromosomes ont commencé
début de la condensation. On commençait la condensation. Lors de la métaphase, les condensations atteignent, ou bien les chromosomes atteignent leur condensation maximale. La structure du chromosome, elle est observée de cette structure-là, où on peut observer que le chromosome n'a plus cette structure fibreuse, mais elle est formée, elle a une structure qui est condensée. Donc, s'il vous plaît, faire la différence entre la structure qui est fibreuse, que les fibres sont mal organisées, sont aléatoires et mal organisées, alors que lors de la métaphase, les chromosomes gardent cette structure ou bien forment cette structure qui est bien structurée. Les chromosomes dans la métaphase sont formés de deux chromatides. Donc, deux chromatides qui sont bien condensées et les chromatides sont regroupées par un centromère. Donc, le centromère, c'est cette structure qui regroupe ou bien qui relie les deux chromatides de chaque chromosome. Après que les chromosomes atteignent leur condensation maximale, ils se regroupent, donc regroupement des chromosomes au milieu de la cellule en formant la plaque équatoriale. Donc, tous les chromosomes bien condensés se regroupent au milieu de la cellule, comme on peut voir ici. Donc, se regroupent au milieu de la cellule. Ici, ce sont les fibres métotiques, qui ne sont pas représentées dans la première figure. Elles sont représentées ici, clairement. Donc, ces fibres-là, ces structures-là, ce sont les fibres métotiques. Donc, les fibres métotiques attachent les chromosomes et regroupent les chromosomes au milieu de la cellule en formant ce qu'on appelle la plaque équatoriale. Voilà une figure ou bien une photo réelle qui représente la position des chromosomes. Donc, vous pouvez comparer facilement entre la position durant la prophase et la position durant la métaphase. Durant la métaphase, les chromosomes sont plus organisés et ils se regroupent au milieu de la cellule en formant ce qu'on appelle la plaque équatoriale. Après ça, la cellule passe à l'anaphase. Lors de l'anaphase, la contraction des fibres des faisceaux métotiques conduit à la fission du centromère, le centromère qu'on a déjà parlé ici. Donc le centromère, elle regroupe, elle relie les deux chromosomes. Lorsque le centromère elle est clivé, lorsque le centromère elle est cassé, donc les deux chromatides vont se séparer. Donc la fission du centromère est séparation du chromatide sœur de chaque chromosome. Donc chaque chromosome ici, il est formé de deux chromatides. La contraction des fibres métotiques va conduire à la séparation des chromatides et chaque groupe des chromatides va migrer vers l'un des pôles de la cellule. Et dernièrement, la télophase. Lors de la télophase, la reformation de la membrane nucléaire et du nucléole, donc la cellule va reformer le noyau et le nucléole. Et deuxièmement, la division de la membrane cytoplasmique et la séparation des deux cellules filles, c'est ce qu'on appelle la cytodiérèse. Donc la cytodiérèse, c'est la séparation des chromosomes, ou bien la séparation des cellules filles. Donc on va illustrer de plus la mitose à travers cette animation-là. Donc ici, durant l'interphase, la chromatine va... C'est l'interface. Donc, la chromatine va se répliquer, l'ADN va se répliquer. On est ici dans le noyau. Ici, c'est le noyau. Ici, c'est le nucléole. Donc, durant l'interface, la quantité d'ADN va se répliquer. Après, on va entrer dans la mitose. Voilà. Donc, première phase, c'est la prophase où on va voir. Donc, s'il vous plaît, soyez attentifs ici. Les chromosomes ici sont mal condensés et lors de la prophase, les chromosomes vont commencer leur condensation. Donc, observez bien cette structure de condensation, bien ce phénomène de condensation des chromosomes. Donc ici, les chromosomes vont se condenser, voilà. Elle prend sa structure qui est bien organisée. Donc, on parle ici de début de condensation des chromosomes. Très bien. Et chaque chromosome ici, il est formé de deux chromatides. Après, on aura la désintégration de la membrane nucléaire et de nucléole. La disparition de la membrane nucléaire et de nucléole. Voilà les centrioles. Les deux centrioles. Donc, les centrioles vont commencer la formation des faisceaux métotiques. Voilà. Donc, ce sont les faisceaux métotiques qui se forment entre les deux centrioles. Après, on aura la métaphase. La métaphase, vous pouvez remarquer que les chromosomes atteignent leur condensation maximale. Donc, on peut plus observer les fibres de la chromatine.
Donc, il n'y a plus de fibres de chromatine. Les chromosomes sont bien condensés, attachés les deux chromatides par le centromère. Les chromosomes vont se regrouper au milieu de la cellule en formant ce qu'on appelle la plaque équatoriale. Donc, ils sont regroupés au milieu de la cellule en formant la plaque équatoriale. Les nominations ici ne sont pas à garder. Après, on aura l'anaphase. L'anaphase, les faisceaux métotiques vont commencer de se contracter. Cette contraction de faisceaux métotiques va cliver le centromère et le clivage de centromère va permettre la séparation des deux chromatides de chaque chromosome. Et la migration de chaque groupe de chromosomes vers l'un des pôles de la cellule. Donc, c'est ce qu'on appelle la migration polaire. Et dernièrement, la télophase. Ici, dans la télophase, les chromosomes vont se décondenser. On a parlé premièrement de la condensation. Maintenant, on va parler de la décondensation du chromosome. C'est-à-dire qu'ils vont revenir à cette structure qui est fibreuse. La réformation de la membrane nucléaire et de nucléole. Voilà, la formation de la membrane nucléaire et du nucléole. Et la membrane cytoplasmique commence à se diviser. La division de la membrane cytoplasmique est appelée cytodiérèse. Donc voilà, la cytodiérèse, la séparation de la membrane cytoplasmique. Ici, on parle d'une cellule animale, alors que dans une cellule végétale, on aura une situation différente. Alors que dans une cellule végétale, la membrane cytoplasmique ne se forme pas, ou bien ne se sépare pas, ou bien ne se divise pas depuis l'extérieur, comme on a vu pour une cellule animale. Donc, pour une cellule animale, la membrane cytoplasmique se divise de l'externe vers l'interne, de l'extérieur vers l'intérieur. C'est pour une cellule animale. Alors que pour une cellule végétale, la membrane cytoplasmique se forme depuis l'intérieur de la cellule en divisant la cellule en deux. Voilà, donc on a terminé ici les phases de la mitose et donc les mécanismes de conservation de l'information génétique au cours du cycle cellulaire. On passe maintenant à la variation de la quantité d'ADN durant le cycle cellulaire. Donc on a déjà vu que le cycle cellulaire, c'est l'interphase plus la mitose. L'interphase, c'est la phase où, ou bien l'étape où l'ADN est répliqué, alors que la mitose, c'est la phase où la cellule se divise en deux. Avant l'interphase, dans la situation initiale, chaque chromosome est formé d'un seul chromatide. Alors qu'après l'interphase, l'ADN se réplique et chaque chromosome se forme de deux chromatides. Lors de la mitose, exactement de l'anaphase, les deux chromatides sœurs se séparent, le clivage de centromère et la séparation des deux chromatides sœurs et chaque cellule obtient un chromosome à seul chromatide. On va analyser maintenant la variation d'ADN durant le cycle cellulaire. La quantité initiale d'ADN, elle est considérée comme une quantité Q, n'importe quelle quantité, donc une valeur Q. Donc cette valeur Q initiale de l'ADN, elle est initialement stable dans une phase qu'on appelle la phase G1, toujours dans l'interphase. Après, la phase G1, la réplication d'ADN commence, donc la quantité d'ADN commence à augmenter durant la phase qu'on appelle la phase S, c'est la phase de la réplication. Et la quantité d'ADN atteint le double de la quantité initiale qui est 2Q. Et elle se stabilise encore dans la phase G2. Après, on entre dans la mitose où la quantité d'ADN est divisée en deux parce qu'il est divisé en deux cellules phi. Donc la phase G1, elle est appelée la première phase de croissance. La phase S, elle est appelée
la phase de réplication. La phase G2 est appelée la deuxième phase de croissance. Et les trois phases composent l'interface. Donc, ce sont G1S et G2 forment l'interface. Après, on aura la mitose où la quantité d'ADN va se diviser en deux. Durant la phase G1, chaque chromosome a un seul chromatide. Durant la phase de réplication, on va avoir la formation des fourches de réplication, ou bien les fourches de réplication, ou bien les œils de réplication. Donc, à l'intérieur de ces œils de réplication, on aura la réplication de l'ADN. Ici, on va trouver l'hélicase qui va ouvrir les doubles brins d'ADN. On va trouver l'ADN polymérase qui va former ou bien polymériser le nouveau brin d'ADN, etc., etc. Donc, la phase S, c'est la phase de réplication de l'ADN. Dans la phase G2, chaque chromosome, elle est transformée grâce à la réplication, elle est transformée en chromosome à deux chromatides. Lors de la mitose, les deux chromatides se séparent et chaque cellule prend un chromosome à seul chromatide. Donc, on va passer maintenant à l'étape suivante, à la partie suivante, la relation gène-protéine-caractère. Donc, on a déjà dit dans la définition, la première définition, que l'information génétique, c'est l'ensemble des instructions qui contrôlent l'apparition des caractères génétiques. Donc, on peut dire que c'est l'ADN, l'information génétique, c'est l'ADN. L'ADN, c'est lui qui contrôle l'apparition de nos caractères génétiques. Si on prend par exemple l'être humain, elle a 46 chromosomes. Et chaque chromosome, elle est formée d'une molécule d'ADN, donc elle a 46 molécules d'ADN. Donc c'est 46 pour l'humain, pour l'homme, avec H majuscule. Donc pour l'homme, les 46 molécules d'ADN contrôlent la totalité des caractères génétiques. C'est-à-dire que nos caractères génétiques, nos caractères génétiques sont contrôlés par 46 molécules d'ADN. Donc la question qui se pose, est-ce qu'on possède uniquement de 46 caractères génétiques? Si on cherche uniquement les sécrétions du foie, ou bien les sécrétions gastriques, ou bien notre système respiratoire, on va trouver qu'il possède plusieurs caractères génétiques qui sont beaucoup plus supérieurs à 46 caractères génétiques. Donc ici, je veux arriver à la définition du gène. Notre molécule, ou bien nos molécules d'ADN, sont de nombre de 46, mais elles contrôlent des milliers de caractères génétiques. C'est-à-dire que chaque molécule d'ADN contrôle plusieurs caractères génétiques. Et non pas une molécule d'ADN contrôle un caractère génétique. Non, chaque molécule d'ADN contrôle plusieurs caractères génétiques. C'est-à-dire que la molécule d'ADN, elle est divisée moralement et non pas physiquement. Donc, elle est divisée en plusieurs fragments, en plusieurs parties, dont chaque partie est responsable d'un caractère génétique. Les gènes ou bien les fragments d'ADN sont responsables de caractères génétiques à travers la production des protéines. Donc, l'ADN ou bien les fragments d'ADN produisent des protéines et les protéines contrôlent le caractère génétique. Ces fragments d'ADN qui produisent des protéines sont appelés gènes. Donc, la définition du gène, c'est... Donc, le gène est un fragment d'ADN qui contrôle la production d'une protéine et la protéine contrôle l'apparition d'un caractère génétique. Donc, le gène, c'est un fragment d'ADN. Revenons aux protéines. Donc, la protéine, c'est un ensemble des acides aminés. Donc, un élément chimique appelé acide aminé. Donc, un ensemble des acides aminés reliés par des liaisons peptidiques forment ce qu'on appelle la protéine. Donc, la protéine est un polypeptide ou bien une chaîne des acides aminés. Donc, la définition de protéine, c'est un ensemble des acides aminés reliés entre eux par des chaînes peptidiques. Récapitulation. L'ADN, ou bien les molécules d'ADN, sont divisées en plusieurs fragments. Chaque fragment est appelé gène. Chaque gène contrôle la formation d'une protéine. La protéine, c'est l'ensemble de plusieurs acides aminés. Et les protéines contrôlent l'apparition des caractères génétiques. Et ici, on a déterminé la relation gène-protéine-caractère. Donc, après avoir terminé la relation gène-protéine-caractère génétique, on passe au mécanisme d'expression de l'information génétique. On va expliquer d'abord ce que ça veut dire l'expression de l'information génétique. On a déjà vu que le gène contrôle la protéine. C'est ce qu'on appelle l'expression de l'information génétique.
Donc l'expression de l'information génétique, c'est comment les gènes vont contrôler la formation des protéines. C'est l'expression de l'information génétique. Si on a déterminé les mécanismes de production des protéines en se basant sur les gènes, donc on a déterminé les mécanismes d'expression de l'information génétique. À l'intérieur du noyau se trouve l'ADN. L'ADN ne produit pas directement les protéines, mais elle produit initialement une autre molécule appelée l'ARN messager. On va voir la structure après. Donc l'ADN produit la molécule de l'ARN messager. L'ARN messager va quitter le noyau vers le cytoplasme où elle va contrôler la production de polypeptides ou bien de la protéine. La protéine, ce sont des polypeptides. Les protéines sont des polypeptides. Donc le mécanisme ici, c'est que l'ADN ne quitte pas le noyau. L'ADN produit une copie qui est appelée l'ARN messager. Et l'ARN messager va quitter le noyau vers le cytoplasme. Et au niveau du cytoplasme, l'ARN messager sera transformé ou bien serve à former le polypeptide. Avant de continuer, je vais expliquer de plus cette molécule d'ARN messager. Donc l'ARN messager, c'est l'acide ribonucléique. C'est la structure générale de l'ARN messager. Vous pouvez remarquer qu'elle rassemble beaucoup à l'ADN, donc les mêmes composants, l'acide phosphorique, le ribose et les bases azotées. On va comparer l'ARN messager avec l'ADN. Donc la première remarque qu'on peut faire, c'est que l'ADN est un double brin, donc il est formé de deux brins, alors que l'ARN messager est formé d'un simple brin. Donc, l'ADN est double brin, alors que l'ARN est simple brin. Deuxième chose, c'est que dans l'ADN, on a étudié que l'acide phosphorique, il y a avec un désoxyribose. Il est noté ici par D. Alors que l'ARN, elle contient un ribose et non pas un désoxyribose. Donc le ribose dans l'ADN est remplacé, le désoxyribose dans l'ADN est remplacé par le ribose dans l'ARN messager. Et dernièrement, l'ADN contient 4 bases azotées, la base azotée A qui se lie avec la base azotée T et C qui s'apparaît avec G, alors que dans l'ARN, on trouve la base azotée U qui existe exclusivement chez l'ARN. Donc la base azotée U qui remplace la base azotée T. Donc dans l'ARN messager, on ne trouve pas la base azotée T et on trouve au lieu la base azotée U. Donc c'est la comparaison générale entre l'ARN messager et l'ADN. Donc l'expression de l'information génétique consiste à la production de l'ARN messager depuis le gène. Le gène, c'est le fragment d'ADN. Donc, la production de l'ARN messager depuis le gène et la production de la protéine depuis l'ARN messager. Donc, on va commencer par la première étape qui est la transcription. Puis, on passe à la deuxième étape qui est la traduction. Donc, la transcription, c'est la production de l'ARN messager depuis le gène, alors que la traduction, c'est la production de la protéine depuis l'ARN messager. Donc, commençons d'abord par la transcription. Donc, la transcription, c'est la première partie de l'expression de l'information génétique où une molécule d'ADN va former une copie qui est l'ARN messager. Donc, tout d'abord, un enzyme qui est appelé l'ARN polymérase se fixe sur la molécule d'ADN. La fixation de l'ARN polymérase sur la molécule d'ADN va entraîner l'ouverture d'un fragment d'ADN, l'ouverture du gène. Donc l'ouverture d'un fragment d'ADN, puis l'ARN polymérase va commencer la polymérisation du brin de l'ARN messager en respectant la complémentarité des bases. La complémentarité des bases, c'est-à-dire que C avec G, G avec C, T avec A, A avec U. Donc elle va former ou bien elle va intégrer un nucléotide G devant le nucléotide C. Et un nucléotide C devant le nucléotide G, un nucléotide C devant le nucléotide G, un nucléotide A devant le nucléotide T, un nucléotide U devant le nucléotide A. Donc normalement, A doit se lier ou bien doit s'apparaître avec le nucléotide T. Mais dans l'ARN messager, T elle est remplacée par U. Donc lorsque l'ARN polymérase trouve un nucléotide A dans l'ADN, elle va intégrer un nucléotide U
au niveau de l'ARN messager. Elle va continuer, l'ARN polymérase, elle va continuer ce phénomène de polymérisation jusqu'à la formation totale du brin de l'ARN messager. Vous pouvez constater ici que l'ARN polymérase a travailler uniquement sur l'un des brins ou bien l'un des deux brins de l'ADN. Donc le brin qui a permis la formation de l'ARN polymérase, elle est appelée le brin transcrit, alors que l'autre brin, elle est appelée le brin non transcrit. Il existe d'autres nominations, le brin codant et le brin non codant, mais ce n'est pas la peine d'expliquer ces détails-là. Donc ici, l'ARN polymérase va polymériser le brin, ou bien va polymériser la molécule d'ARN messager à travers la lecture de brins transcrits de l'ADN. Et finalement, l'ARN polymérase va libérer l'ARN messager. Vous pouvez remarquer ici que ce n'est pas la totalité de la molécule qui se transcrit, mais uniquement un fragment, le gène qui va être transcrit. C'est-à-dire que l'ARN messager, ce n'est pas une copie de la totalité de l'ADN, mais une copie d'une partie de l'ADN. Donc ici, la formation d'une molécule d'ARN messager. Cette molécule d'ARN messager va quitter le noyau vers le cytoplasme où elle va être traduite. Elle va subir la traduction en protéines. Donc ici, on va définir un petit peu cette notion de traduction. Qu'est-ce que ça veut dire la traduction? Donc la traduction, c'est la transformation de l'ARN messager en protéines, ou bien la production des protéines, ensemble des acides aminés, à travers la lecture de l'ARN messager. Maintenant, on parle de lecture de l'ARN messager, c'est-à-dire que l'ARN messager contient des informations. Chaque triplette de nucléotides au niveau de l'ARN messager, elle désigne ou bien elle code pour un acide aminé, c'est-à-dire elle contrôle l'intégration d'un acide aminé. Donc par exemple, cette triplette GCC, elle contrôle la formation d'un acide aminé. La triplette AUA, elle contrôle l'apparition d'un autre acide aminé. Et comme ça, l'ARN messager est composé de plusieurs codons. Donc le codon, c'est un triplette au niveau de l'ARN messager qui code pour un acide aminé. Donc qui permet l'intégration d'un acide aminé. Donc la traduction, c'est la lecture des codons et la production de la protéine. Donc ici, on doit définir la notion de tableau de code génétique. Le tableau de code génétique représente la totalité des codons possibles et leur acide aminé qui lui code. Donc par exemple, si on trouve le codon GCC, on cherche dans le tableau de code génétique et on trouve l'acide aminé qui code, ou bien l'acide aminé codé par le codon GCC. Donc on va essayer G pour le premier lettre, G, et C, donc c'est l'alanine. Donc, le codon GCC code pour l'alanine. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'ADN, si on trouve GCC, ça veut dire qu'on doit intégrer l'alanine. Et on a ici 20 acides aminés, 22 acides aminés pour certains types de bactéries. Donc, le tableau de code génétique sert comme un dictionnaire qui va nous permettre de traduire l'ARN messager en chaîne peptidique. Donc, on va commencer les étapes de la traduction proprement dit. Lorsque l'ARN messager quitte le noyau vers le cytoplasme, donc il est produit lors de la transcription, il est produit à l'intérieur du noyau, puis il quitte le noyau vers le cytoplasme. Lorsqu'il arrive au cytoplasme, donc un organelle cellulaire appelé le ribosome, formé de deux unités, la grande sous-unité et la petite sous-unité qui forment le ribosome. Donc le ribosome se fixe sur l'ARN messager, toujours dans le codon AUG. Le codon AUG, c'est le codon initial. Donc le ribosome se fixe sur le codon initial, puis elle commence la lecture de l'ARN messager. Elle va commencer à traduire les codons de l'ARN messager en se basant sur le code génétique, en utilisant le code génétique. Donc ici, le ribosome va commencer la lecture de premier codon qui est AUG, puis elle va intégrer un ARN transporteur, un ARNT qui va ramener
l'acide aminé approprié. C'est-à-dire, on a trouvé ici AUG. En cherchant dans le code génétique, on trouve que AUG code pour l'acide aminé méthionine. Donc, lorsque le ribosome a lu le codon AUG, elle va intégrer l'ARNT qui porte le codon ou bien qui porte l'acide aminé méthionine. Et l'ARNT possède un triplet complémentaire qui est UAC, qui est l'anticodon. Donc l'anticodon, c'est le triplet qui est complémentaire avec le codon au niveau de l'ARN messager. Donc cette étape-là, elle est appelée l'initiation, où on a intégré le premier acide aminé. Puis le ribosome va se déplacer vers le codon suivant et elle va répéter le codon suivant et elle va répéter le même mécanisme précédent. Donc, elle va intégrer un autre ARNT. Cette fois, l'ARNT porte l'asparagine puisque le codon lysé est AAC. Et si on cherche dans le code génétique, le tableau de code génétique, AAC est le code pour l'asparagine. Donc, elle va intégrer ou bien elle va fixer l'ARNT qui porte l'asparagine. Elle va relier le méthionine formé initialement par l'asparagine ou bien avec l'asparagine par des liaisons peptidiques. Puis le ribosome va continuer le déplacement, elle va répéter les mêmes mécanismes en formant une chaîne peptidique durant la partie ou bien durant l'étape de l'élongation. Finalement, le ribosome atteint un codon qu'on appelle un codon stop. Si on cherche UGA dans le tableau du code génétique, UGA, on trouve qu'elle est sans sens ou bien non-sens ou bien stop. Ces codons-là, qui sont des codons stop, UAA, UAG et UGA, c'est eux qui déclenchent la fin de la traduction. C'est-à-dire que lorsque le ribosome arrive à un codon stop, donc elle sait que c'est la fin de la traduction, donc elle va se séparer et elle va libérer la chaîne peptidique ou la protéine. C'est ce qu'on appelle la terminaison de la traduction. Donc ici, on a terminé l'expression de l'information génétique et on passe à la dernière partie qui est les types de mutations et la réalisation de la séquence d'ARN messager et la chaîne peptidique. Donc souvent dans les exercices, il est déterminé ou bien il est demandé de déterminer le type de mutation. En comparaison ou bien en comparant un sujet sain, un sujet qui est normal, avec un sujet qui est atteint par une maladie génétique. Normalement, elle donne une séquence d'ADN d'un sujet sain, normal, une séquence d'ADN d'un sujet atteint. Mais j'ai décidé de donner ici 3 séquences d'ADN pour déterminer la différence ou bien pour déterminer les 3 types de mutations qui existent. Maintenant, pour extraire le type de mutation, on doit comparer la séquence de sujet sain avec la séquence de sujet atteint. On va commencer par la première séquence entre le sujet sain et le sujet atteint. Donc, essayez de comparer les deux séquences. Vous mettez en pause et vous comparez les deux séquences de sujet sain et sujet atteint. Donc, la différence qu'on peut remarquer, c'est au niveau de cette triplette-là, GTG, alors que dans le sujet atteint, on trouve GTC. C'est-à-dire qu'on a changé le nucléotide G par le nucléotide C. Donc, c'est ce qu'on appelle une mutation par substitution, une mutation par changement. Si on compare tous les autres triplettes, on va trouver que ce sont les mêmes. Ici, TTT, AAT, GGC, CCG. Donc, ce sont les mêmes. Passons maintenant à la deuxième proposition. En comparant la deuxième proposition, on peut avoir qu'il y a plusieurs triplettes qui sont changées. Exactement 3 triplettes. Donc ici, AAT, alors qu'ici ATG, ici GGC, ici GCC, ici CCG, ici CGA. Donc on a 3 triplettes qui sont changées en comparant avec le sujet normal et le sujet atteint. Ici, on ne peut pas dire 3 mutations de substitution. On ne peut pas dire qu'il y a une mutation de substitution dans le triplet 1, le triplet 2 et le triplet 3, non. Mais en remarquant un petit peu de manière plus profonde, on peut remarquer qu'il y a une mutation de délétion, une mutation d'élimination d'un nucléotide. Le nucléotide éliminé ici, c'est le nucléotide A. Donc, si on élimine le premier nucléotide A, donc on va voir la séquence de sujets atteints.
Dans la dernière position, on peut avoir une mutation par addition où on a ajouté un nucléotide A dans le triplet CAT, donc il devient le triplet CAA, etc. Donc par ça, on a terminé la détermination de type de mutation. Après, il est demandé de réaliser l'ARN messager. Donc l'ARN messager, tout simplement, on va réaliser une séquence qui contient les compléments de chaque base azotée ou bien de chaque nucléotide. Donc le complément du nucléotide A, c'est le nucléotide U, le complément du nucléotide T, c'est A, G, c'est C, et on continue comme ça. Si il est demandé de réaliser la chaîne peptidique, donc on sert de code génétique ou bien le tableau du code génétique. On va chercher chaque triplet ou bien l'acide aminé codé par chaque triplet et on va déterminer la chaîne peptidique. Et comme ça, on arrive à la fin de cette séance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.